Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la deuxième place de Chloé Trespeuch aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Elle a remporté mercredi la médaille d'argent en snowboard cross. L'athlète de 27 ans qui vit une partie de l'année à Saint-Jean-de-Mont décroche ainsi sa deuxième médaille olympique de sa carrière. Une performance suivie de très près par sa famille, réunie pour l'occasion à La Rochelle. Incroyable, beaucoup d'émotions. Elle nous a fait vraiment vibrer tout le long de la course avec beaucoup de crainte, notamment en huitième de finale où ça passe juste. Donc elle nous a bien fait peur, mais la victoire est encore plus belle et cette médaille est plus que méritée. Donc très fière, très fière d'elle. Après Sochi, elle a fait beaucoup de médailles, de nombreuses médailles, et là, elle a confirmé qu'elle avait la position. Et par contre, en étant favorite aux Jeux de Pyeongchang, et là, elle n'a pas eu de médaille. Et là, cette année, elle était encore très favorite et elle a confirmé sa puissance aujourd'hui et avec cette médaille. C'est une plateforme censée désengorger les urgences et pourtant c'est encore loin d'être le cas. Depuis le début de l'année, la Vendée expérimente le 116-117, une plateforme téléphonique ouverte aux patients sans médecin traitant pour obtenir une consultation dans un centre de soins non programmé. Mais cette plateforme est gérée par le centre de régulation du SAMU à La Roche-sur-Yon et c'est aussi par là que transitent toutes les demandes pour les urgences. Aujourd'hui, les équipes se retrouvent donc très vite débordées avec plus de 1000 appels par jour en week-end. Pierre Dalicieux. Voici le centre de régulation d'appels du SAMU. Ici, l'ensemble des appels du département de la Vendée y sont concentrés. Vous avez bien fait de nous appeler, parce que de toute façon, il faut qu'on vous donne des conseils. Pour joindre un médecin, deux possibilités. Le 15 d'abord pour les urgences vitales, puis le 116-117 pour les appels concernant la médecine générale. Depuis l'été dernier, ce service est confronté à une augmentation des appels pour des demandes parfois injustifiées ou ne relevant pas de ce service. Un exemple assez frappant, on a des appels de patients qui viennent de voir un médecin traitant ou qui viennent de voir un médecin de garde et qui nous rappellent au 15 juste après en nous disant je ne suis pas sûr que effectivement le médecin ait fait le bon diagnostic ou m'ait donné les bons traitements, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça non. Vous voyez, ça n'a pas lieu d'être. Des appels de personnes n'ayant pour la plupart du temps pas de médecin traitant et qui bien souvent cherchent une réponse. Le recours au 117 est plébiscité par les gens qui n'ont pas d'autres solutions puisque la Vendée est un département dans lequel la démographie médicale est défaillante. Malgré tout, certaines situations ne relèvent pas du 116-117 et même si les patients sont parfois confrontés effectivement à des difficultés, le 116-117 pourra les aider à régler un problème aigu en leur proposant une consultation médicale, mais n'a pas vocation à assurer du suivi de patients. Une consultation médicale dans un des centres de soins non programmés qui se développe sur le département. L'objectif, désengorger les cabinets médicaux. Une solution peut-être pour attirer de nouveaux médecins. Un mot de social maintenant avec ces images du nord de La Roche-sur-Yon. Vendredi, vers 6h le matin, une soixantaine de personnes se sont retrouvées aux flâneries. Des Vendéens qui ont répondu à l'appel à la participation au convoi de la liberté. Un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires notamment. Ces participants sont ensuite partis pour rejoindre le convoi régional centralisé à Nantes. Un reportage de Pierre Dalicieux. On va ouvrir la voie, on attend quelques poids lourds qui doivent nous rejoindre là d'ailleurs. Et on va rejoindre nos amis nantais, ensuite on monte voir nos amis mansois, c'est ça comme Manceau, du Mans, on va dire ça, du Mans. Et on monte à Paris, enfin non, on ne monte pas à Paris, puisqu'on n'a pas le droit de monter à Paris. Nous sommes interdits de monter à Paris. Mais on viendra quand même autour de la capitale, pour ensuite finir sur Bruxelles, porter nos revendications. On se déplace parce que je pense qu'il y a certains ras-le-bol dans la population. Il faut quand même que des gens qui ont un peu de temps comme nous, on a quand même du temps libre, retraités. C'est à nous de manifester pour les gens qui vont bosser et qui sont obligés de subvenir aux besoins de leur famille. Le convoi de la liberté, inspiré du mouvement lancé à Ottawa, les camionneurs avaient décidé de bloquer la capitale canadienne pour protester contre le pass vaccinal.
Continuons avec cette astuce de plus en plus utilisée pour faire face à la hausse des prix du carburant. Le boîtier E85 permet à n'importe quel véhicule essence de rouler au superéthanol, un carburant moins cher et aussi plus écologique. Pour l'obtenir, il suffit de le faire installer par un garagiste agréé. Pierre Dalicieux est allé à la découverte de ce boîtier qui séduit aujourd'hui de nombreux Français. Voici un véhicule tout à fait ordinaire qui bientôt pourra rouler à l'éthanol, un biocarburant fabriqué à base de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Pour y arriver, ce professionnel doit modifier la carte électronique située dans le moteur. Le calculateur sur ce type de véhicule se trouve ici. Voilà, sa connexion par le faisceau de la voiture est par là. Et à l'intérieur, vous avez donc sa mémoire, et c'est cette mémoire dans laquelle il y a des données qu'on modifie. Et donc c'est cette pièce-là qu'on a complètement réécrit, pour que ça puisse fonctionner en toute fiabilité à l'E85. La conversion à l'E85, l'éthanol, ne date pas d'hier, mais avec l'augmentation des prix des carburants, les clients sont de plus en plus nombreux. Ça représente, là il y a encore 6 mois, ça représentait 40% de nos ventes. Et en 6 mois, c'est passé à peu près entre 72 et 75% de nos ventes annuelles, ce qui est énorme. Ce qu'il en ressort quand j'écoute nos clients, c'est une réelle volonté de faire des économies parce qu'ils ont vraiment l'impression de vivre un hold-up à chaque fois qu'ils font le plein. Je les cite. Et selon ce professionnel, les économies sont loin d'être négligeables. Quand vous roulez à l'E85, vous divisez votre budget annuel par 2 en termes de dépenses par rapport à du 95 ou du 98. Pour rentabiliser par exemple un réglage injection quand on passe par le calculateur directement de la voiture, là je ne parle pas de boîtier éthanol, vraiment un réglage injection du calculateur sur des petits moteurs comme celui-ci, les 3, les 4 cylindres, ça se vend en moyenne à 599 €. Si vous faites 15 000 km à l'année, entre 12 et 15 000 km à l'année, ce qui est un peu la moyenne des petites citadines comme ça pour aller au travail, il faut compter à peu près 5 mois pour le rentabiliser. Autre effet bénéfique, même si la consommation est plus élevée que pour l'essence, la pollution est réduite de 60%, toujours selon ce professionnel. Un mot d'agriculture à présent. Le Comité national de gestion des risques en agriculture vient de reconnaître l'épisode de gel en avril dernier comme une calamité agricole, une période de froid qui a touché 141 communes du Nord-Vendée. Les viticulteurs peuvent donc faire une demande d'indemnisation à condition d'avoir subi pendant cette période plus de 30% de pertes. Le dossier est à déposer sur le site de la préfecture avant le 15 mars prochain. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi aux herbiers. L'entreprise Caline recrute. Le leader français de la construction en fenêtres en aluminium recherche ainsi pas moins de 370 salariés d'ici à 2023. Un recrutement très vaste sur l'ensemble de ces sites, dont 5 se trouvent aux herbiers. Cet appel à candidature se déroulera en 2 temps. Écoutez. Nous avons besoin de 120 personnes immédiatement pour nos usines des herbiers et notre usine de Saint-Vulbas à côté de Lyon. Et puis dans un deuxième temps, nous avons besoin de 250 personnes pour la construction de notre nouvelle usine City qui a lieu aux herbiers. Pour cette nouvelle usine, nous recherchons des profils non seulement pour l'encadrement de l'usine, mais également pour tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont travailler dans la zone logistique, au fonctionnement, ou faire fonctionner en tout cas des usines plus ou moins automatisées, donc des centres d'usinage, d'autres stations d'assemblage, de montage, etc. Un peu de voile à présent avec l'arrivée jeudi du nouvel IMOCA du skipper Benjamin Dutreux, chargé à Concarneau dans le Finistère. Le nouveau voilier a été acheminé par bateau jusqu'au Sables-d'Olonne. Le skipper acquiert ainsi un ancien voilier, Hugo Boss. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Ouais, okay. Acheté au mois de juin dernier grâce à de nouveaux partenaires, le nouveau bateau du skipper vendéen Benjamin Dutreux est enfin arrivé ce jeudi au port de commerce des Sables-d'Olonne. Le convoyage aura duré 3 jours. On allait chercher le bateau à Concarneau, à l'équipe américaine Eleven Sower Racing. Et donc voilà, on a pu récupérer le bateau donc sans son mât, parce qu'il a dématé sur la Transat Jacques Vabre. Et donc voilà, on va pouvoir réaliser les travaux au chantier à Port-Bourgenais chez All Performance. Bah, c'est bon, hein. Mais avant ça, le bateau doit être mis à l'eau. Déjà, une fois qu'il sera dans l'eau, ça va être bien. Cet IMOCA n'est pas un inconnu. Ex-Hugo Boss pendant le Vendée Globe 2016-2017, il avait fait parler de lui avec un certain Alex Thompson à la barre. Il avait fait 2e derrière Armel et une belle bataille.
Et ensuite, le bateau a été racheté par l'écurie américaine et ils ont navigué depuis en équipage, fait beaucoup d'optimisation. C'était un bateau test en vue de leur nouveau bateau qu'ils ont fait construire. Et donc, après la construction de leur nouveau bateau, ils ont mis en vente celui-là. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pu bénéficier de tout leur développement, notamment une nouvelle paire de foils Guillaume Verdier 2021, donc des dernières optimisations. Et donc, le bateau a fait pas mal de belles performances cette saison. Et donc, voilà, c'est un bateau lourd, mais fiable et rapide. Direction maintenant le ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût pour ce bateau orienté sur la performance. Le navigateur originaire de l'île-Dieu a bien évidemment en point de mire le prochain départ du Vendée Globe en 2024. Disons que la dernière édition, on avait en tête de terminer et puis de faire notre place. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'essayer d'aller creuser un peu les places qui sont devant, quoi. En attendant, place aux réparations et optimisations du bateau à Talmont-Saint-Hilaire pour une mise à l'eau dans 2 mois. Ce sera alors pour Benjamin Dutreux le moment de prendre en main son nouveau bébé, avec comme calendrier de course la Bermude 1000 Race au mois de mai, suivie de près par la Vendée Arctique au départ des Sables le 12 juin prochain. Cela fait déjà une semaine que les vacances scolaires ont débuté. Et qui dit vacances dit également le retour des touristes en Vendée. Si nous sommes loin des 17 millions de nuitées estivales, certains ont quand même décidé de passer leurs vacances sur le territoire. Des touristes essentiellement venus des départements limitrophes. Les explications d'Alexandre Debray et Pierre Dalicieux. Depuis le début des vacances, l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles renoue avec les quelques touristes venus profiter du littoral. Une clientèle souvent locale venue en quête d'un des 9 jeux de piste proposés par l'Office ou encore des idées de sortie. C'est tous les pays de la Loire, on a quelques Parisiens aussi. Donc voilà, c'est souvent des regroupements en famille avec les petits-enfants. On a des excursionnistes aussi tout simplement, des Nantais ou des habitants de la Roche-sur-Yon qui vont venir passer la journée, si la journée est ensoleillée. Et là, effectivement, la promenade au grand air, le jeu de piste. On a aussi tout près Escalpêche qui est ouvert justement à cette période-là de l'année. Donc on a quand même une offre, on a des propositions. On a aussi des ateliers pour enfants que l'Office de tourisme organise. Malgré tout, l'activité reste bien calme sur la côte. Première difficulté, notre zone est la seule en vacances pour le moment. Mais les offres du tourisme du littoral font aussi face à un concurrent important. On sent effectivement peut-être une petite baisse par rapport à l'année dernière, puisque souvenez-vous, l'année dernière, on était avec en parallèle des stations de montagne qui étaient fermées. Donc il y a eu un vrai report et un vrai appel d'air sur le littoral. Cette année, c'est peut-être un peu moins le cas. Pour autant, on voit bien que depuis samedi, ça rebouge, mais c'est un peu moins la majorité en tout cas. Si le nombre de touristes est en baisse du côté de Saint-Gilles, la situation est différente dans les terres. Au pays des herbiers, les vacanciers sont un peu plus nombreux et ce, malgré un profil similaire aux touristes côtiers. Là, maintenant, ça fait 2 ans que la situation sanitaire, elle est telle qu'elle est, telle qu'on la connaît. Et je pense que les gens, maintenant, ils se sont tous dit, et on le voit dans les discours qui tiennent, on peut faire attention, mais ailleurs que chez nous. Donc, nous, franchement, on est un petit peu plus que l'année dernière, moins que 2018 ou 2019, mais comme je vous disais, on est vraiment sur la bonne voie. Ces tendances ne se confirment pas partout. On note une stagnation de la fréquentation du côté du sud Vendée littoral et La Roche-sur-Yon. Là-bas, l'Office de tourisme se prépare aux vacances de Pâques et l'arrivée des familles parisiennes. Elles représentent 20% de la fréquentation sur les vacances de printemps et d'été. La Tranche-sur-Mer médaillée pour ses pistes cyclables. La Fédération française des usagers de la bicyclette vient de publier son palmarès des meilleurs bourgs et villages où il fait bon de faire du vélo. Et c'est la Tranche-sur-Mer qui est arrivée vainqueur avec ses 40 km de piste. On retrouve aussi une autre commune vendéenne sur le podium. Bretignolles-sur-Mer est en 3e position. Palmarès réalisé à partir d'une enquête menée auprès des cyclistes pour évaluer la qualité des pistes françaises. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dès 7h pour la matinale. Bon week-end à tous.